La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 16 mars 2026 et ce matin, on va affronter le mur des craintes. Le conflit au Moyen-Orient est entré dans sa 3e semaine et chaque jour qui passe ne fait qu'accroître le coût pour l'économie mondiale. Une guerre qui intervient alors que plusieurs chocs secouaient déjà les marchés. Voilà la thématique du jour. C'est désormais un rituel du début de toutes nos journées. On regarde où sont les prix du pétrole. Et ce matin, le baril de Brent est en légère progression autour de $105 alors que les États-Unis ont visé l'île de Kharg ce week-end. C'est un petit territoire qui permet à l'Iran d'exporter la quasi-totalité de son pétrole. C'est la première frappe américaine sur ce point très stratégique, mais pour l'heure, seules les installations militaires ont été ciblées. Donald Trump a toutefois menacé de nouvelles frappes si l'Iran continue à riposter. Axios pense même qu'un scénario de prise de contrôle du terminal est à l'étude actuellement au Pentagone. Vous l'aurez compris, l'heure n'est toujours pas à l'apaisement et en attendant, chaque jour qui passe ne fait qu'accroître le coût pour l'économie mondiale. Samedi, Donald Trump a appelé la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud et la Grande-Bretagne à venir aider à rouvrir la navigation dans le détroit d'Ormuz, mais visiblement personne ne se précipite. Le Japon a d'ailleurs déjà décliné. Si la France, qui préside actuellement le G7, cherche à bâtir une coalition, tout le monde veut des garanties avant d'engager des équipements coûteux dans le détroit. Mais la question de cette coalition sera à n'en pas douter l'un des sujets majeurs de la semaine. Le conflit au Moyen-Orient est donc entré dans sa 3e semaine, 3 semaines à suivre les tirs de missiles, les attaques de drones et les pétroliers en feu. Je voudrais profiter de cette chronique pour rappeler que nous ne sommes qu'à la mi-mars et je vais donc faire un petit rappel de tout ce que nous avons traversé en 2026. Enlèvement de Nicolás Maduro, menace d'annexion du Groenland, crainte de disruption par l'IA, inquiétude sur le crédit privé et donc maintenant un conflit au Moyen-Orient. Et le tout en seulement 10 semaines, il y a quelques jours, mon confrère de Bloomberg Jonathan Ferro parlait à juste titre du plus long premier trimestre de l'histoire des premiers trimestres. D'un point de vue médiatique, une actu chasse l'autre et la guerre et ses conséquences prennent évidemment le pas sur tout le reste, mais pour les marchés, les crises s'additionnent les unes aux autres. Et c'est là tout le problème en effet, puisque je vais prendre 2 exemples pour l'illustrer. Le crédit privé a connu un essor fulgurant en quelques années et on commence désormais à voir des craquements, mais finalement tant que l'économie va bien, les dégâts sont limités. En revanche, s'il y a un ralentissement voire une récession, les taux de défaut remontent et le sujet peut devenir systémique. Autre exemple, la Fed peut baisser les taux pour faire face à un ralentissement du marché de l'emploi, sauf si une crise énergétique fait repartir l'inflation. Conclusion, tous ces chocs sont gérables indépendamment, les choses se compliquent si tout arrive simultanément. Les investisseurs font donc face à un mur des craintes. La bonne nouvelle, c'est que c'est un petit peu la logique même des marchés actions, des marchés qui sont toujours dans l'anticipation et qui doivent prendre en compte tous les risques qui sont devant eux. Et au final, les actions montent au fur et à mesure que ces hypothèses les plus sombres sont levées, et autrement dit, on commence par anticiper la fin du monde et on se rend compte petit à petit qu'on ne va pas tous mourir, en tout cas pas tout de suite. Le schéma que je décris ici ne correspond pas tout à fait à la situation actuelle puisque les baisses des indices actions sont plutôt limitées, on est à moins 4% pour le S&P 500 et à moins 6% pour le Stoxx Europe 600 sur le mois de mars, mais la logique reste quand même valable. Tous les motifs d'inquiétude à l'instant T sont autant de bonnes raisons d'acheter dans le futur si la situation s'améliore. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé en 2022 pour prendre un contexte un petit peu similaire, et c'est aussi ce que nous avons connu l'année dernière avec les droits de douane. Début avril, il fallait se préparer à une récession, au retour de l'inflation, etc. Bref, à tous les mots qu'on n'aime pas et qui finissent en sion ou en sion. Puis il y a eu des reculades de Donald Trump, des accords commerciaux et l'IA pour continuer à porter la croissance américaine. Allez, on revient sur cette semaine qui sera marquée par les réunions des principales banques centrales. C'est même un feu d'artifice puisque nous aurons dans l'ordre la Banque d'Australie, la Fed, la Banque du Japon, la Banque nationale suisse, la Banque d'Angleterre et la BCE. Le point commun, c'est que toutes devraient opter pour un statu quo, le temps d'y voir plus clair. La situation actuelle les place en effet dans une position très délicate. Une crise énergétique se traduit à la fois par moins de croissance et plus d'inflation, vous commencez à le savoir. Le marché de son côté a rangé au placard les baisses de taux, les investisseurs n'attendent plus aucune baisse de taux du côté de la Fed en 2026. Pour la BCE, le balancier est même déjà reparti de l'autre côté, le marché pronostique désormais 2 hausses de taux d'1/4 de point d'ici la fin de l'année. On enchaîne avec le reste de l'actualité. Le prix du pétrole brut a donc renforcé ses positions au-dessus des $100 alors que les États-Unis ont frappé des sites militaires sur l'île de Kharg, le cœur du dispositif d'exportation du
du pétrole iranien, on en a déjà parlé un petit peu avant. Donald Trump envisagerait même une saisie du terminal pétrolier selon Axios. Le Financial Times croit lui savoir que les ministres des Affaires étrangères de l'UE vont discuter aujourd'hui même d'un élargissement potentiel de la mission Aspides qui protège actuellement les navires contre les Houthis en mer Rouge, extension pour inclure le détroit d'Ormuz. L'Agence internationale de l'énergie a indiqué que les fameux 400 millions de barils de pétrole que ses pays membres ont promis de débloquer de leurs réserves stratégiques seront mis sur le marché avec effet immédiat pour les membres d'Asie-Océanie. Ce sera en revanche à la fin du mois pour l'Europe et les deux Amériques. Bahreïn gèle une partie de la production d'aluminium de la plus grande fonderie du monde pour préserver ses stocks de matières premières. Le secrétaire au Trésor américain et le vice-premier ministre chinois préparent en ce moment à Paris la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump qui est prévue dans 2 semaines à Pékin. Le président américain a quand même laissé flotter la menace d'une annulation du sommet à cause de la situation à Hormuz, notamment si la Chine n'aide pas à sécuriser le détroit. En Chine, justement, la croissance de la production industrielle du pays a été plus dynamique que prévu sur la période janvier-février. Les ventes de détail étaient elles aussi plus vigoureuses que ce que prévoyaient les économistes. Sur l'agenda des sociétés cette semaine, on a quelques retardataires en vue, notamment Tencent, Micron, Alibaba ou Accenture, mais globalement, ça se calme vraiment beaucoup sur ce front-là. Côté Asie-Pacifique ce matin, les indices boursiers sont majoritairement en baisse modérée, moins de 0,5% de repli au Japon, en Australie, en Inde et à Taïwan par exemple. On a 2 exceptions, Hong Kong où le Hang Seng prend 1,5% après le sursaut de l'économie chinoise et la Corée du Sud qui gagne 1,1% avec la reprise des valeurs technologiques. Les marchés occidentaux vont tenter de rebondir après une semaine négative en espérant que les tensions énergétiques vont se calmer dans les jours à venir. On passe à l'actu des sociétés. Apparemment, personne ne s'est réveillé en France ce matin. S&P a abaissé la note de Verallia à BB+, et Soitec et National Silicon Industry, la société basée à Shanghai, ont convenu d'une prolongation de 10 ans de leur partenariat existant. C'est à peu près tout pour l'Hexagone. Ailleurs en Europe, Equity a finalisé sa sortie du capital de Galderma. AstraZeneca annonce l'approbation de l'Imfinzi dans l'UE pour les cancers précoces de l'estomac. BP a obtenu le feu vert des États-Unis pour le projet Casquida dans le golfe du Mexique. L'agence Fitch a relevé la note long terme de BAT de BBB+ à A- avec une perspective stable. Lufthansa a prolongé la suspension de ses vols vers Dubaï. Le CEO de Kinnevik a démissionné, il est remplacé par intérim par Robin Ritter. Tecan est dans le rouge en 2025 et Mutares va céder sa filiale polonaise à un fonds. Côté Amérique du Nord, Meta prévoirait une énorme vague de licenciements alors que les coûts de l'IA augmentent. Les PDG d'Exxon, de Chevron, de ConocoPhillips ont averti l'administration Trump qu'un conflit avec l'Iran au détroit d'Ormuz aggraverait la crise énergétique actuelle selon les infos du Wall Street Journal. GSK et Amgen vont ajouter des médicaments à Trump RX selon Fox. Nvidia lance aujourd'hui sa conférence annuelle des développeurs et Elon Musk annonce le lancement du projet d'usine de puces de Tesla dans une semaine. Ailleurs dans le monde, JD.com lance ses services de commerce en ligne en Europe dans 6 pays. BYD va lancer un véhicule électrique haut de gamme à charge rapide sur le vieux continent le mois prochain. Le PDG de PayPay envisagerait une potentielle cotation à Tokyo après ses débuts sur le marché américain. Et le succès du nouveau jeu Pokémon fait bondir l'action Nintendo. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.